On va reprendre le cours de nos échanges avec les valeureux qui sont avec nous et ils ont bien raison car cette dernière séquence va être particulièrement inspirante et intéressante en ouvrant les perspectives vers de nouveaux métiers, vers de nouvelles missions. On a vu pendant ces 2 jours un peu les dossiers chauds de vos métiers et on va se tourner vers l'avenir, un avenir porté donc vers de nouveaux champs de mission, de nouveaux champs d'activité à explorer, à affirmer. Et le contexte aujourd'hui vous en donne la possibilité avec une offre de soins qui se tend, qui se transforme face aux défis majeurs qui lui font face, que ce soit l'aggravation des déserts médicaux, l'émergence d'un 5e risque et de situations complexes qui embolisent de plus en plus ce système, ou la massification technologique des outils et des métiers de soins. Autant de changements qui conduisent de plus en plus à repenser les organisations de soins en mettant en avant ceux qui ont pendant très longtemps été mis de côté, à savoir les acteurs de proximité de la santé, dont vous êtes bien évidemment. Alors avec quelle mission, avec quel cadre de collaboration à inventer, avec quel chemin de reconnaissance à prendre. On va en parler avec les intervenants de cette table ronde. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement, comme il se doit, avec nous Gaël Taboré, Jordan Chalier, Thierry Schifano, Dominique Huneau, et nous avons Patrick Maléa en connecté avec nous. Voilà. Alors je vous laisse prendre place là où, là où vous pouvez, autour de ces tables rondes. Donc nous avons avec nous Gaël Taboré qui nous vient de la Nièvre en voiture depuis la Bourgogne-Franche-Comté, représentant du dispositif DAC dans le département de la Nièvre. Et nous parlerons de ce qu'est le DAC et de l'intérêt porté et d'expériences qui sont faites avec les ambulanciers là-bas. Jordan Chalier, collaborateur parlementaire de la députée du Loiret, Stéphanie Rist, et c'est important de vous avoir aussi ici, car Stéphanie Rist a porté une loi qui est une loi probablement historique sur la montée en puissance et en compétence des professionnels paramédicaux. Patrick Maléa est avec nous, connecté à distance. Est-ce que vous nous entendez, Patrick Maléa ? Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Patrick Maléa d'Imadis Group, vous nous parlerez notamment des enjeux de révolution et de massification technologique que vous connaissez très bien, on en parlera tout à l'heure. Et Thierry Schifano est avec nous et Dominique Huneau aussi pour la FNMS et la CNSA. Je voudrais qu'on débute cette table ronde par un message vidéo qui nous a été adressé par Marie Daudet, directrice générale de l'offre de soins. On la regarde tout de suite, on en parle après. Messieurs les présidents de la FNMS et de la CNSA, chers Thierry Schifano et Dominique Huneau, mesdames et messieurs, je tenais à vous adresser quelques mots à l'occasion de votre convention et répondre aux questions essentielles que se pose votre profession. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, les transporteurs sanitaires sont des acteurs essentiels de notre système de santé. Vous êtes souvent les premiers visages vus par les patients ou le visage familier des patients que vous transportez régulièrement. Aujourd'hui, alors que l'accès aux soins se trouve inscrit au fronton du ministère de la Santé, je souhaite souligner votre rôle dans la promesse républicaine d'un égal accès aux soins pour tous et sur tous les territoires. Si les ambulanciers permettent à nos concitoyens de se rendre à leur consultation médicale ou à leur séance à l'hôpital ou en centre de dialyse par exemple, votre rôle s'est vu progressivement renforcé dans le domaine de l'urgence préhospitalière. Depuis 2 ans maintenant, avec la réforme des transports sanitaires urgents et celle des nouveaux gestes de soins d'urgence, les liens entre les transporteurs et les SAMU sont plus étroits que jamais. Bien sûr, chaque territoire a ses spécificités et ses défis, mais au plan national, nous voyons que l'urgence préhospitalière sort renforcée avec moins de délais d'attente pour des prises en charge de transport urgent. Et cet engagement, votre engagement, est avant tout au service des patients. Cette réforme s'est traduite par moins de carences et c'est ainsi tout l'appareil de secours de l'État qui est renforcé de ce travail initié ensemble. État, assurance maladie et vous. Nous devrons travailler à renforcer et étendre ces collaborations. Je pense par exemple à la transmission des bilans numériques, dont la qualité est un point déterminant de la prise en charge des patients, avant, pendant et après leur arrivée aux urgences.
J'entends néanmoins les difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Et il nous faudra bien sûr faire le bilan de ces réformes et les améliorer pour que vous puissiez assurer au mieux toutes vos missions, voire en développer davantage. Votre activité, c'est évidemment principalement du transport non urgent, axe essentiel en termes d'accès aux soins. Je veux vous dire l'importance pour la DGOS de l'amélioration continue du service rendu à la population et je sais que c'est aussi votre engagement quotidien. Le transport partagé, et je mesure l'engagement qui est le vôtre sur ce sujet important, ce n'est pas uniquement une mesure d'efficience économique. Il en va de notre responsabilité collective en matière de sobriété énergétique et de transition écologique. Évidemment, le transport partagé doit être adapté aux besoins spécifiques des patients et s'effectuer sous la responsabilité du médecin. Moderniser le transport non urgent, c'est aussi permettre le déploiement d'innovations, comme les ambulances de type A2. Sur ce sujet, les travaux avancent avec l'ensemble de vos représentants pour mettre à jour la réglementation. C'est un chantier d'ampleur qui nécessite beaucoup de travail et qui devrait, je l'espère, aboutir en 2025. Enfin, la question des plateformes de commande fait l'objet d'un chantier national piloté par la délégation du numérique en santé. Ces outils sont essentiels si nous voulons mieux optimiser les organisations dans l'intérêt partagé des transporteurs, des établissements de santé et des patients. Il est important que ces plateformes garantissent à chacun la possibilité de participer aux différents trajets du territoire. Je souhaite que nous puissions poursuivre les travaux sur ce sujet. Les ambulanciers sont aux avant-postes de la préservation de l'accès aux soins. Je l'ai dit, vous êtes ce visage connu que certains patients voient toutes les semaines, voire tous les jours, pour aller se faire soigner. Des patients qui vous partagent leur joie et leur peine, qui partagent finalement un peu de leur vie. Votre professionnalisme, votre écoute et vos compétences donnent confiance et conditionnent souvent leur bonne prise en charge. Et c'est particulièrement vrai dans l'accompagnement de nos aînés. Des solutions innovantes existent, c'est vrai, la télémédecine constitue un progrès évident en matière d'accès aux soins. Il nous faudra réfléchir à toutes les solutions et réinventer ensemble les solidarités de demain vis-à-vis des seniors. 2023 a été l'année de la mise en place de la réforme de l'urgence préhospitalière et des nouvelles missions. 2024 a été celle de la consolidation de l'ensemble de ces évolutions. 2025 pourrait être l'année de l'actualisation de nos objectifs communs et de nouvelles perspectives tracées. Et je suis certaine que les réflexions qui sortiront de vos journées de travail permettront d'alimenter ces travaux à venir. Vous le savez, la période qui s'ouvre est difficile sur le plan budgétaire. Et donc c'est justement dans ces moments qu'il nous faut être créatifs et osés. Vous pouvez compter sur la DGOS pour défendre l'accès aux soins de tous et la disponibilité de mes équipes pour travailler ensemble sur les nouveaux possibles. Je vous souhaite une excellente convention et des journées riches de débats et de propositions innovantes. À très bientôt! Ça ne marche. Ah, voilà. Nourri de ces propos d'ouverture portés par Marie Daudet à distance, je voudrais prendre une première petite réaction de vous deux, Thierry et Dominique. Elle revient un peu sur les dossiers chauds et brûlants qu'on a évoqués pendant ces 2 jours, mais elle ouvre aussi, elle esquisse aussi des champs des possibles sur ce que pourraient être de nouveaux rôles, ce que ce pourrait être de nouveaux métiers. Elle parle d'acteurs essentiels de la santé, elle parle de visages familiers, elle parle de champs de mission à explorer. Qu'est-ce que vous entendez dans son message comme signe de ces voies vers de nouvelles missions, ces voies vers de nouvelles reconnaissances d'expertise que vous appelez profondément de vos voeux? Oui, alors c'est une très bonne introduction à la table ronde. Alors, avec Marie Daudet, on se connaît depuis déjà longtemps. Elle connaît bien notre profession, elle nous suit depuis un certain temps. Maintenant, effectivement, elle ouvre des portes et ça fait partie sans doute des sujets qu'on abordera. Elle aborde la 5e branche, elle aborde tous ces sujets de la télémédecine, où effectivement on pense que les ambulanciers ont une pierre à apporter à l'édifice et peuvent participer, en tout cas, à la lutte contre les déserts médicaux, mais ce sera les sujets qu'on abordera. Ce qui est important, je pense, aussi dans son discours, c'est la confirmation de l'engagement, en tout cas, ou de l'engagement de la DGOS à défendre les ambulanciers sur le secteur de l'UPH. Qu'on a vu hier notamment, comme la situation était loin d'être simple, elle était même compliquée, les discussions avec les pompiers étaient un petit peu agitées, avec le SAMU. Voilà, donc on est réconforté dans le sens où la DGOS, à travers Marie Daudet, s'engage à pousser le maintien des ambulanciers dans cette activité. C'est déjà un élément important.
Un deuxième élément, par contre, ou un troisième élément maintenant, on parle budget, naturellement, hein, puisque c'est le maître mot depuis quelques semaines et quelques mois. Oui, naturellement, le budget, mais je crois que, et là aussi, on se connaît suffisamment, mais ça fait partie des discours qui ont été tenus jusqu'à présent. On est une profession responsable. On sait s'engager dans des mesures d'efficience. Mais on ne peut pas être tout seul et on ne peut pas travailler tout seul. C'est les difficultés qu'on a évoquées avec l'assurance maladie hier, avec le décret qu'on attend, avec des propositions qu'on a faites et qui sont encore lettres mortes. On a la même problématique avec la DGOS aussi. Alors, je vais d'abord être reconnaissant parce que pour des responsables administratifs, des fonctionnaires, dans la situation actuelle, prendre des positions et venir nous parler, ne serait-ce que ça, c'est déjà pas simple. Il n'y a pas de feuille de route à l'heure actuelle, donc c'est pas simple. Mais c'est vrai que cette période a fait en sorte que tous les dossiers qui étaient en cours se sont accumulés. Donc on a perdu 6 mois de temps où on aurait pu avancer sur ces dossiers. Et très certainement qu'à travers les discours, les discussions, les travaux qu'on va entamer maintenant, il va y avoir d'autres dossiers qui vont arriver. Et ce que je crains, c'est qu'à un moment, ces dossiers s'agglomèrent et que ça fasse un bouchon. Donc il va falloir que là, on trouve, mais je pense que la DGOS sera partie prenante, ça a été évoqué aussi ce matin, des temps de travail pour pouvoir faire avancer tous ces dossiers le plus rapidement possible. Thierry ? Je ne vais pas être très long. Moi, j'entends le soutien de la DGOS sur tous les dossiers qui sont en cours. J'entends un message qui nous va bien, c'est quand on parle du budgétaire, il faudra être innovant et oser. Je crois que nous l'avons démontré par le passé. On sait être innovant, on sait oser la démarche. Comme l'a dit Dominique, effectivement, il faut qu'on soit au moins deux pour pouvoir faire avancer cela. Et je pense qu'on est capable de le faire. Et c'est vrai que sur les métiers de demain nous ouvrent des portes. Et c'est aussi une reconnaissance que l'ambulancier soit les yeux et les oreilles du médecin ou du patient à domicile. Et je crois qu'on a un véritable rôle à jouer, mais ça va faire peut-être partie de cela. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là que nous défendons avec Dominique depuis quelques années, ben, on a entendu et l'idée fait son chemin. Parce que c'est vrai qu'on aimerait aller très vite, mais aujourd'hui, je crois qu'on vient de changer de paradigme, notamment avec notre Premier ministre, où si précédemment nous étions dans un paradigme de la communication, de la baseline, de trucs qu'on va faire, puis 2, 3, 4, 5 ans après, c'est toujours pas fait. On voit bien que là, avec le nouveau Premier ministre, il est en train de remettre en selle ce que nous avons connu avec notre jeune âge, avec Dominique, dire on crée des choses et puis on va au bout et on les réalise. C'est là ce qui est le plus important et c'est ce que je ressens du message de Marie Taudet. Dans son message, elle évoque un peu en résonance très forte cette transformation très forte de l'offre de soins. Et je voudrais qu'on voit justement dans cette table ronde comment cette transformation de l'offre de soins conduit à une évolution des organisations de soins et d'acteurs de soins, justement, parce que déserts médicaux, parce que cinquième risque, parce que transformation technologique. Et cela oblige à accompagner le patient et les actions de prévention de manière différente et dans des collaborations d'acteurs différentes. Ces modalités d'organisation, de prise en charge, elles changent de plus en plus. Déjà aujourd'hui, face au phénomène qui est peut-être le plus urgent, le plus brûlant, c'est l'aggravation des déserts médicaux et la crise de la démographie médicale qui est très forte. C'est ce constat-là, à partir de ce constat-là, qu'il y a 2 ans, assez exactement, en tous les cas en octobre 22, la députée du Loiret, d'ici, espace-temps, on est bien ancré, Stéphanie Rist, médecin rhumatologue de son État, avait lancé une proposition de loi qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, puisqu'elle visait à donner beaucoup plus de poids à un certain nombre de professions paramédicales. Jordan Chalier, vous êtes le collaborateur parlementaire de Stéphanie Rist, vous l'avez accompagné dans la mise en œuvre de cette proposition, devenue loi, et qui pour la première fois ouvre un accès direct pour des patients à certaines professions paramédicales, comme les IPA, les infirmières de pratique avancée, les masseurs-kinésithérapeutes, notamment orthophonistes aussi. Vous avez construit le propos de cette proposition de loi sur 2 constats qui sont
sont encore et plus que jamais présents. D'un côté, la montée en compétences, la montée en puissance de professions paramédicales, et puis de l'autre côté, la difficulté grandissante d'accès aux soins et dans les déserts médicaux, mais aujourd'hui bien au-delà. Concilier les deux, c'est donc aller vers des délégations renforcées, aller vers des accès plus large à ces professionnels-là, avec des prescriptions, des accès à des autorisations de prescription aussi dans certains cas. Jusque-là, ça paraît clair, ça paraît logique de combiner les deux. Des professionnels paramédicaux qui ont des compétences, on leur donne un accès direct, on leur donne des délégations de tâches, et comme ça, on répond aussi à cette crise de l'offre de soins et de l'accès et de la démographie médicale. Sauf qu'on l'a vu, octobre 22, la proposition de loi arrive, et là, ça a été un petit peu agité, on va dire ça, des débats, des tensions, des résistances importantes, et au Parlement et dans la communauté médicale. Hein, les académies sont montées au front et autres. Stéphanie, j'avais repris un terme qu'elle avait employé en revenant. Elle dit: il y a eu des propos indignes sur d'autres professionnels dans ces débats. Le dire, c'est pas rien. Cette fronde, est-ce qu'elle vous a surpris, vous qui avez accompagné toute cette aventure-là, par son ampleur, et qu'est-ce qui vous y a le plus marqué ? Merci, merci d'abord d'avoir invité Stéphanie Rist à venir. Alors je ne suis du coup pas Stéphanie Rist, mais je vous prie de l'excuser. Elle est retenue par Madame la ministre Maud Bréjon, qui est en déplacement sur la circonscription et pour un problème personnel, et m'a chargé de porter sa voix aujourd'hui, donc je vous remercie. Est-ce qu'on est étonné finalement de ce qui s'est passé? Alors elle a été déposée au mois d'octobre au moment du projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc ça prend un temps à être examiné, et ça a finalement conduit à des centaines d'heures d'audition, que ce soit du monde paramédical comme du monde médical. Est-ce qu'on est étonné de la violence qu'on a pu avoir? Alors, la députée elle-même, parce que pour la petite histoire, elle a reçu plus de menaces de mort, je parle de menaces de mort, sur cette proposition de loi que lorsqu'elle a rapporté, en tant que rapporteur général, la réforme des retraites. J'en ai reçu aussi, sa famille en a reçu aussi, c'est quelque chose qui était très violent, mais d'un autre côté, ça a été quelque chose de violent, mais de prévisible, au sens où il y a un petit peu ce qu'on a appelé, nous, le syndrome Madame Bovary, chez les médecins, qui a été la peur de revoir les officiers de santé. Ils ont vu au métier d'IPA la primo-prescription et l'accès direct comme quelque chose de, ça y est, le retour des officiers de santé, des pseudo-médecins, une qualité dégradée, l'histoire a montré que ça n'a pas été efficace. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où ce n'est pas le cas. Les infirmiers de pratique avancée en accès direct, en primo-prescription, les délégations. Alors, je ne vais pas utiliser le mot délégation, justement, je parlais de partage, parce qu'en l'occurrence, on n'est pas obligé de déléguer à quelqu'un, il y a aussi la question de la responsabilité. On a vu par des expériences à l'étranger que ça fonctionne. Non seulement ça permet d'améliorer l'accès aux soins, mais en plus de ça, ça améliore la qualité des soins dès lors qu'il y a un dialogue entre les professionnels de santé. Donc ça, c'est la chose qui a été parfois le plus difficile à faire comprendre. L'autre chose, ça a été aussi des mots qui ont parfois été des mots un peu tabous. Le mot diagnostic ne passait pas dans la tête de certains professionnels, au sens où le diagnostic, il est avant tout médical. Et bien, force est de constater que non. Dans la loi, il y a par exemple le diagnostic de kinésithérapie qui existe. C'est déjà quelque chose qui fonctionne. On a déjà des kinésithérapeutes qui sont formés à ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges de ça dépasse mon champ de compétences. Je peux mettre un diagnostic en dehors de ces éléments-là. Sur ces éléments-là, je ne peux pas. Je renvoie vers un autre professionnel de santé. L'idée de cette proposition de loi qui est devenue... Il y a d'autres termes un peu qui ont été hyper irritants. La CPTS. Le mot CPTS était devenu un mot rouge au sens où, pour certains, et notamment dans la communauté médicale, le mot de CPTS n'était pas un lieu de soins. C'était pas un lieu de soins, mais c'était une structure de coordination dans laquelle les acteurs dialoguaient ensemble mais ne pouvaient pas prendre en charge. Dans certains territoires, ça peut possiblement être le cas quand on a une CPTS qui prend quasiment tout le département. Effectivement, on peut se dire que c'est un outil, mais pas une finalité de soins en soi. Pour autant, dans certains territoires, c'est possible. Ce qui fait que dans la loi, on avait dit simplement, et c'est devenu sur un cadre d'expérimentation, de se dire que dans le cas où la CPTS a un projet de santé qui permet l'accès direct, donc il y a une volonté de le faire, et qu'on laisse les acteurs, qu'on fasse confiance, c'est l'objet de la proposition de loi, qu'on fasse confiance aux acteurs de terrain pour que finalement ils puissent prendre en charge les patients de façon coordonnée entre eux et ils s'entendent bien. On a eu la chose qui était extrêmement importante dans les débats qu'on a eus avec les professions, parce qu'on a eu beaucoup de concertations, je le disais, ça a été finalement quel est le périmètre et comment on coordonne et comment on communique entre les professionnels de santé. La chose que nous, on a voulu dire, c'est le modèle, et c'est ce qui a finalement un peu crispé tout le monde.
Le modèle de notre système de santé, il est basé sur un principe simple. Aujourd'hui, le médecin est la porte d'entrée du système de santé. La proposition de loi qui fait origine de la précédente proposition de loi basée sur un rapport de l'IGAS, mais je vais passer les détails, elle a été de dire on change le prisme. L'accès aux soins dans notre système ne doit pas être par le seul médecin, mais le médecin doit être au centre. Ça peut se faire par d'autres professionnels de santé dès lors qu'ils en ont une compétence qui est définie par un diplôme, souvent universitaire en l'occurrence, et derrière, en l'occurrence, il y a une coordination entre les acteurs. Ce qui est, ça a été mis en pratique, hein, puisque donc la loi, après ces phases de négociation, permet, dans un certain cas, notamment les maisons pluridisciplinaires de santé, aux IPA, un accès direct avec prescription, permet un accès direct aux masseurs kinésithérapeutes dans un certain nombre de consultations, je crois que c'est 6 ou 8, je ne sais plus, aux orthophonistes aussi, créer un poste d'assistant dentaire 2 aussi, donc ouvre un petit peu le paradigme. Vous me disiez, Stéphane Héris, elle est contente, elle aurait aimé que ça aille 8 fois plus loin, mais bon, ça va déjà là où ça va, et c'est certainement une loi qui pose vraiment les fondations d'une organisation des soins repensée autour des acteurs de proximité. C'est extrêmement important qu'on en parle ici. C'est vraiment une loi fondatrice, presque historique, qui s'est mise en œuvre. En quoi est-ce que pour vous, qui êtes pharmacien de formation d'ailleurs, la montée en puissance des acteurs de proximité que sont ces paramédicaux est aujourd'hui inéluctable dans notre système de santé, et que toutes ces résistances, ces corporatismes-là, d'une certaine manière, n'y pourront rien? Alors, des médecins, on n'en a effectivement pas assez. On n'en aura de toute façon jamais assez. Il y a certains acteurs qui ont dit il n'y a pas longtemps, est-ce qu'on n'en formerait pas trop aussi dans 2027, on en forme 16 000? Non, parce que de toute façon, on aura toujours plus de personnes à prendre en charge, et au pire, on pourra exporter nos médecins à l'étranger. Partout dans le monde, on a besoin de médecins. Première chose. Deuxième chose, 2050, on a plus de 25% de la population qui a plus de 65 ans. Donc de toute façon, on ne sait même pas comment on va traiter finalement les personnes âgées et les personnes dépendantes. On a des professionnels de santé qui sont demandeurs. Alors, je parle devant une assemblée qui est justement en demande de pouvoir se positionner comme un acteur de soins et de façon plus prolongée. Donc, on a des acteurs qui le veulent, mais d'autres professionnels de santé qui ont encore besoin d'être convaincus. On ne va pas se le cacher, c'était difficile, ça le sera toujours. On a eu, c'est quelque chose que vous affrontez tous les jours, je pense. On a un petit peu des frictions entre les professionnels. Alors forcément, là, dans la situation de la proposition de loi, c'était médecins versus des professionnels non médicaux. Mais finalement, quand on a dit qu'on allait autoriser les aides-soignants à se former en 2 ans et non pas 3 ans, comme c'est nécessaire pour devenir un infirmier, tout de suite, on a eu un bras de fer des infirmiers versus les aides-soignants. C'est pas propre à la profession médicale, c'est propre à son précaré de chacun. On veut toujours garder un petit peu son précaré, c'est logique, c'est le principe des corporations qui a toujours existé, qui est le fondement de la sécurité sociale même et de sa construction. Donc c'est quelque chose où on n'a pas le choix. Mais au-delà de on n'a pas le choix, c'est pas pour faire de la qualité dégradée. On a, je vous disais, par l'expérience terrain, et c'est ce qu'il faut faire, et je pense que vous l'expliquerez tout à l'heure, des expérimentations qui ont montré l'intérêt qu'à ce que des professionnels de santé en coopération puissent prendre en charge des patients de façon plus importante que ce qui est prévu par leur décret de compétence pour certains. Mais au-delà de ça, ça améliore la prise en charge. On n'a non seulement pas le choix, ça fonctionne, mais de toute façon, les acteurs le veulent. Alors la question étant les acteurs le veulent, c'est une chose, maintenant c'est comment on y va. Comment on y va, et je pense que... Ce comment on y va, il est au cœur des réflexions dans cette assemblée. Il est aussi au cœur des réflexions de beaucoup de professions paramédicales. Vous l'avez vu, vous avez vu les IPA monter au fond, les infirmiers, les masseurs kinésio, etc. Et vous dites justement que pour avancer, pour ces professions, il y a 3 enjeux clés à adresser. Je les trouve très intéressants. Vous dites les finances, la formation et la coordination. C'est autour de ces 3 aspects-là que vous réussissez à faire preuve de concept, sinon à transformer l'essai. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces 3 notions clés pour s'affirmer finalement dans ces compétences et dans ces missions nouvelles? Alors, pour vous imaginer les propos qu'on met derrière la définition qu'on met derrière chaque propos, on a souvent quelque chose qui nous a été assez marquant dans les auditions des différents acteurs. On a souvent alors je vais pas viser la profession médicale, mais c'est souvent très présent. Mon infirmière, mon kiné, mon aide-soignante. Dans le domaine de la santé, on a toujours eu ça. Les infirmières vont dire pareil, mon aide-soignant, mon pharmacien va dire ma préparatrice, etc. Ben non. C'est de dire que chaque professionnel de santé a un diplôme universitaire reconnu, parfois diplôme d'État, et donc du coup des compétences qui sont associées derrière. On ne peut pas faire une distinction dans notre système de santé à dire
celui-là, je le connais, il a les compétences, il est bien, je vais le prendre, je suis d'accord. Ce que tu me proposes avec lui, je suis d'accord. Avec lui que je ne connais pas, je ne veux pas. Ben non. Si l'État, derrière un diplôme d'État s'engage, c'est que derrière, il y a des compétences et c'est garanti. Donc ça, c'était la première chose qui était importante, de se dire que c'est valable pour tout le monde. Derrière, c'est la coordination. Effectivement, si on a des patients, je pense par exemple sur la kinésithérapie, c'est limité à 8 séances pour un kinésithérapeute, effectivement, sans diagnostic médical préalable. On a des situations où aujourd'hui, vous avez des patients qui vont faire, juste sur la rééducation d'une arthrite de l'épaule, une cheville foulée ou autre, parfois 15, 20, 30 séances, alors que l'assurance maladie va dire c'est 8 à 10. Vous passez 10, vous devez demander à la sécurité sociale un accord pour une prise en charge préalable. Conséquente. Ok. Maintenant, c'est de se dire, il ne faut pas qu'on puisse permettre à des professionnels de ne pas avoir une continuité et finalement que ce soit une rente. Et donc, on en est venu à qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les professionnels dialoguent ensemble. Obligation de compte rendu. C'est une chose qui n'était pas dans la loi. Les professionnels, lorsqu'ils font de l'accès direct, ont l'obligation d'alimenter l'espace numérique en santé de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est aussi quelque chose qui était important et qui va aussi vous concerner en tant qu'ambulancier si jamais demain d'autres compétences vous sont accordées. C'est la responsabilité. Chaque acte réalisé par un professionnel de santé, il en est responsable. Ce n'est pas le médecin qui va être responsable de ce que va faire un autre. Et derrière, la partie financière, on va y venir, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. On est dans une période où, financièrement, c'est difficile pour la sécurité sociale et pour les finances publiques de l'État. Il faut faire des efforts de tout le monde. Je n'ai pas le PLFSS, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais on appelle à ce que, en matière de budget, tout le monde fasse un effort, et en l'occurrence, tout ce qui permet de faire des économies, qui permet d'améliorer l'accès aux soins, qui permet de garantir, voire d'améliorer la qualité des soins, banco. A priori, ça gagne. L'organisation des soins, elle est en train d'être transformée, on le voit, par des lois courageuses et difficiles un peu aussi à porter, mais qui marquent, mais aussi par de nouveaux métiers, de nouvelles professions, qui sur les territoires commencent à apparaître et à innerver de nouvelles organisations de soins et de santé. Et c'est le cas avec les DAC. Et je voudrais qu'on en parle avec vous, Gaël Taboret. Vous êtes titulaire d'un master en santé, vous avez travaillé longtemps chez un distributeur de dispositifs médicaux avant de vous dire je vais passer un peu de l'autre côté sur l'offre de soins, et puis vous avez vu ces postes arriver, ces postes de DAC qui travaillent sur des dispositifs d'appui à la coordination. C'était il y a 4 ans. Ils se déploient de plus en plus dans le territoire, sont des facilitateurs, sont des coordinateurs. Ils prennent en charge des situations complexes, celles qui sortent du champ habituel des organisations de soins, et ils travaillent à coordonner les acteurs pour gérer ces situations complexes. Pour bien comprendre ce que c'est, on va en parler avec Gaël, mais on va essayer de voir tout de suite ce que c'est sur le terrain concrètement avec une de vos collaboratrices dans la Nièvre. On est avec Claire et elle nous raconte comment travaille un DAC. On regarde ça en images. Monsieur C, qui est un monsieur en situation de handicap atteint de polypathologie, en tout cas neurologique, et des troubles psychiatriques. Ce sont les infirmières libérales qui ont fait une demande au DAC, puisqu'elles étaient très sollicitées pour un parcours de santé complexe et elles faisaient de plus en plus de choses qui dépassaient leur temps d'intervention sur les actes infirmiers. Et les troubles neurologiques étaient de plus en plus importants. Ce monsieur, il a 37 ans, il vit seul chez lui dans un appartement en ville, il n'a aucune famille de proximité et il a des troubles aussi psychiatriques. Donc il avait des crises de plus en plus fréquentes d'épilepsie qui entraînaient une perte d'autonomie, une perte de connaissance et puis une diminution de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Donc avec les infirmières libérales qui avaient fait la demande, on s'est rencontrés et j'ai évalué avec lui les besoins qui étaient prioritaires pour lui. Lui, il souhaitait faire moins de crises d'épilepsie, limiter les tremblements des mains, qui l'obligeait à manger avec ses doigts. Et puis, il demandait à ce que je l'accompagne à ses consultations médicales, puisqu'il ne comprenait pas ce que lui expliquaient les médecins, ni médecins généralistes, ni médecins spécialistes. Donc, j'ai coordonné avec lui les rendez-vous médicaux, j'ai sollicité le médecin traitant, le neurologue, pour comprendre l'évolution de sa pathologie épileptique. On a sollicité aussi une équipe expert au CHU de Dijon, l'équipe de handicap rare, qui s'est mis en lien avec le neurologue ici sur Nevers. On a coordonné le suivi médical avec le psychiatre, les infirmières libérales,
la pharmacie qui était importante et la clinique psychiatrique, il a été hospitalisé plusieurs fois. On a réévalué la prestation de compensation du handicap pour obtenir des aides supplémentaires pour l'aide dans la vie quotidienne, qui consistait aussi à lui préparer à manger, et puis on a travaillé pour qu'il ait des couverts adaptés pour pouvoir manger, remanger avec des couverts. J'ai fait le lien également avec la tutrice pour les répercussions des problèmes de santé sur l'impact de la vie quotidienne. Donc, lui... On voit bien à travers cet exemple de Claire ce qui est très concrètement le travail des équipes de DAC, des dispositifs d'appui à la coordination. C'est sur un territoire donné d'aller au-devant des profils complexes dont la prise en charge est aujourd'hui difficile à cadrer et de coordonner les acteurs nécessaires, hospitaliers, libéraux, de proximité un petit peu. Et on le voit à travers cet exemple-là. C'est sa mission, c'est une de vos collaboratrices, donc c'est aussi la vôtre. Et au final, je dirais ce qui définit le mieux les DAC aujourd'hui dans le paysage, ils ont pris beaucoup d'ampleur pendant la crise du Covid notamment, c'est justement d'aller au-devant de ces cas complexes qui embolisent le système faute de solutions. À quoi correspondent ces cas complexes et pourquoi répondent-ils de moins en moins aux prises en charge classiques? Je vous laisse nous l'expliquer. Alors, donc pour pouvoir répondre donc dans un premier temps à cette première question, en quoi consiste un cas complexe, il me paraît important de vraiment rapporter une définition de la complexité d'un cas, puisque le cœur de travail d'un dispositif d'appui à la coordination, eh bien, c'est de répondre aux sollicitations sur les cas complexes. Donc, je dirais que lorsque les besoins d'un patient sont multiples, lorsque ces besoins sont fluctuants, et qu'ils font appel à plusieurs structures ou professionnels de santé, eh bien, là, déjà, on peut se dire que la situation est complexe. Maintenant, je dirais, on en a parlé, la désertification médicale, donc elle est vraiment très prégnante sur le territoire, et je suis assez bien placée pour en parler, parce que la Nièvre, donc je dirige le dispositif d'appui à l'organisation de la Nièvre, et la Nièvre est dans les 10 premiers déserts médicaux de France. Donc, on a cette fameuse désertification médicale qui, je dirais, nous complexifie le travail au quotidien. On a, on l'a dit aussi, le développement notamment, je dirais, de la population âgée et une augmentation eh bien, des maladies de société, des maladies aussi neurodégénératives. Eh bien, pour pouvoir faire face à tout ça, il y a donc quelques années, on avait construit déjà des réseaux, et puis le gouvernement a décidé eh bien, de simplifier cette organisation en réseau, et en 2020 donc, sont nés les dispositifs d'appui à la coordination. Ils ont pour but de simplifier la compréhension du système de santé. Ça, c'est une première chose, parce que vous allez déjà avoir un interlocuteur unique. Et ça, c'est très, très important. Un interlocuteur unique à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi un interlocuteur unique pour le patient. Dans un deuxième cadre aussi, les dispositifs d'appui à la coordination, eh bien, ils vont permettre de mettre en place un suivi personnalisé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attend, c'est vraiment de pouvoir s'adapter aux besoins du patient. C'est ce qui en fait aussi, je dirais, toute la complexité. Et il faut des structures qui soient suffisamment malléables et qui fassent preuve d'adaptabilité pour pouvoir prendre en charge ces suivis qui vont vraiment s'adapter à l'ipséité même du patient. Et enfin, je dirais le but aussi d'un DAC et pourquoi donc on est là, eh bien c'est que ça va nous permettre aussi d'abolir ces pratiques qui jusque-là peut-être étaient trop cloisonnées, cette pratique trop en silo, et donc eh bien de travailler en amont et en aval de l'hospitalisation. C'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon le lien ville-hôpital. Et puis dans un second temps aussi, ça vient de plus en plus, eh bien on va
aussi travailler dans la prévention, pas simplement dans le curatif, mais aussi dans le préventif, et notamment dans le repérage des fragilités. Et c'est intéressant parce que autant dans ce monde un peu de l'offre de soins où chacun est cloisonné un peu derrière dans sa tour, Jordan essaie d'ouvrir les portes et vous tapez aux fenêtres un peu pour faire en sorte que les uns et les autres, vous allez les voir tous, essaient de collaborer ensemble autour de ces situations de complexité qui passent que des errances, qui passent que patients qui sont souvent même plus suivis par des médecins traitants et échappent au système de prise en charge traditionnel. Comment est-ce que vous travaillez concrètement à rassembler et à faire fonctionner des acteurs différents de l'hospitalier, du libéral ensemble ? Alors, je dirais, pour ce faire, on a différentes méthodologies de travail. Alors, l'un des critères les plus importants, déjà, c'est que dans les dispositifs d'appui à l'organisation, eh bien, on a une équipe qui est pluridisciplinaire. Dans cette équipe, donc, vous y trouvez, lorsque les DAC ont la chance d'en avoir, et moi j'ai la chance d'avoir un demi-poste de médecin coordonnateur dans mon DAC, et à côté du médecin coordonnateur, eh bien, vous allez avoir des infirmiers, vous allez avoir des travailleurs ou des assistants sociaux, des ergothérapeutes, des psychologues. Donc ça, c'est déjà une des forces et ça fait partie donc de notre méthodologie de travail. La deuxième chose, pour pouvoir s'adapter donc à la complexité, ça nous permet déjà de bien cerner la complexité des situations et d'être suffisamment réactif pour pouvoir ensuite mettre en place un suivi qui soit efficient. Dans un deuxième temps, ce qui est aussi très important, eh bien, ça va être notamment donc, tout l'accompagnement personnalisé qu'on va pouvoir mettre en place et de proposer quelque chose qui soit efficace parce qu'on a cette bonne connaissance du terrain. Quand je dis la bonne connaissance du terrain, c'est tout d'abord la connaissance des ressources. Parce que le DAC se doit d'avoir, je dirais, une connaissance fine de tous les acteurs du territoire. Alors, quand je parle de tous les acteurs, c'est qu'on est au cœur du système de santé de notre territoire et donc aussi du système politique de la santé publique. C'est-à-dire qu'on est présent dans les comités territoriaux de santé, dans les contrats locaux de santé, au niveau du champ du handicap, au niveau du champ de la santé mentale, etc., de la gérontologie, etc., etc. Ça nous permet, cette connaissance fine de tous les acteurs, de savoir à l'instant T, eh bien, quelles sont les ressources dont je dispose sur le territoire, de façon ensuite à pouvoir mieux répondre et mieux adapter mon offre. Ça, c'est très important. Et une autre chose, c'est qu'on va avoir aussi, je dirais, une proximité avec le terrain puisqu'on se déplace sur tout le territoire. Ça, c'est très important. Et puis enfin, je dirais, on va pouvoir personnaliser notre accompagnement puisque pour ce faire, on va mettre en place notamment une gradation des complexités puisqu'à toute situation est différente. Il n'y a pas une seule situation, je dirais, qui se ressemble. Donc on a une méthodologie selon une certaine gradation des complexités pour pouvoir mettre le bon interlocuteur, le bon référent en face, de façon à ce qu'il puisse coordonner de la meilleure façon qui soit. Il y a vraiment un travail de mise en relation, de connaissance de mise en relation de l'ensemble des acteurs, et puis de l'autre côté, d'évaluation de ce qui aujourd'hui ne s'évalue pas, bizarrement, qui est le niveau de complexité, pour gérer le patient au bon endroit et éviter qu'il se retrouve à emboliser l'ensemble du système parce que mal pris en charge et mal orienté. Ça, c'est la base du DAC. Et il y a dans la Nièvre aussi un travail, une expérimentation qui est en train de se faire avec les acteurs qui sont ici dans la salle, les ambulanciers, parce que comme vous connaissez tous les acteurs du terrain, eh bien, vous allez aussi au-devant des ambulanciers. Et dans le Bourgogne-Franche-Comté, il y a une expérimentation qui commence début 25, portée par l'ARS, sur le relevage simple de patients dans le cadre de missions d'urgence. L'idée étant que quand les ambulanciers font ces sorties, opèrent ces missions-là, vont au domicile du patient, font le relevage du patient, eh bien, il y a une fiche qui est faite par l'ambulancier avec les coordonnées de la personne, le droit également, d'ailleurs on a une petite fiche qui le montre, le droit également le consentement à être joint derrière par une personne de l'équipe du dispositif d'appui à la coordination. Et si c'est le cas, eh ben dans ce cas-là, l'ambulancier transmet la fiche et vous, derrière, vous intervenez pour aller faire une analyse, aller au-devant du patient et éviter que la chute, rechute et se répète encore et encore. En quoi ce dispositif va être très innovant et en quoi les ambulanciers, pour vous, ont un rôle clé à jouer dans ce genre d'action de prévention ?
Eh bien, jusqu'à présent, donc, vous m'avez entendu parler de patients, vous m'avez entendu parler de professionnels de santé, notamment donc, parce que l'ensemble des sollicitations qu'on a aujourd'hui, à 75-80%, ce sont les professionnels de santé en tant que tels. L'infirmier libéral qui suit le patient, le médecin traitant, ou je dirais un autre professionnel de santé qui est qui s'occupe du patient. Et puis je dirais dans les 20% restants, ça peut être soit son entourage, soit le patient lui-même qui fait appel à nos services. Donc on intervient déjà sur sollicitation. Mais à aucun moment encore aujourd'hui on n'avait pu s'ouvrir à un autre champ qui est celui notamment du transport, celui dans lequel vous œuvrez, donc les ambulanciers, mais aussi les pompiers notamment. Là, on est beaucoup plus donc, dans une action déjà de repérage, et pour qu'on puisse intervenir, il faut déjà qu'il y ait des personnes qui puissent repérer et des personnes qui puissent nous alerter. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir mettre en place une telle expérimentation, donc en lien à la fois donc, avec les ambulanciers, avec les pompiers, eh bien là, ça va nous ouvrir encore un autre champ que l'on n'avait pas abordé jusque-là, et de pouvoir mieux repérer. Un autre champ, lequel ? Eh bien, je dirais le champ du repérage de ces fragilités, parce que la personne aujourd'hui, elle est isolée. Notamment la Nièvre, vous le savez, c'est aujourd'hui plutôt une population qui est rurale. On a notamment tout l'axe du Morvan. On a des personnes qui sont très isolées, avec des situations qui sont ultra complexes. Eh bien, il faut savoir aller au-devant de ces personnes-là. Mais si elle n'a pas de médecin traitant aujourd'hui, si elle ne peut pas se déplacer, s'il n'y a personne qui la prend en charge, comment voulez-vous qu'on la repère ? Eh bien, vous faites partie des acteurs qui sont vraiment partie intégrante de ce maillage-là, et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir encore étendre notre action par le repérage que vous allez pouvoir faire, et sur la base, parce que la clé de voûte, elle est là aussi, c'est la base, c'est le consentement du patient. Si le patient consent ensuite à ce que nous l'appelions, et donc à ce qu'il y ait une coordination qui se mette en place, eh bien, à partir de là, donc on va pouvoir mener notre travail, qui est celui que je vous ai expliqué juste précédemment, donc le suivi personnalisé, la mise en place donc d'un suivi adapté et personnalisé du patient. C'est sur les chutes simples aujourd'hui. Est-ce que ça peut aller sur d'autres champs de signalement ? Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, c'est une expérimentation donc, qui démarre, donc, qui va démarrer sur cette fin d'année, qui est sur une initiative de l'ARS pour pouvoir continuer donc, à étendre justement notre action, parce que le DAC a pour vocation déjà de répondre au plus possible aux besoins de la population. Maintenant, on préfère commencer petit, s'assurer déjà que tout est bien cadré, donc on va partir sur du relevage simple. Là, jamais, aucune chute n'est anodine, mais une chute en tout cas qui n'entraîne pas aujourd'hui un transport vers l'hôpital. Et là, on va nous demander donc d'intervenir, on va faire un étayage un peu de la situation par une analyse holistique, et puis à partir de là, donc, on va définir les problématiques et assurer un suivi. Ce qu'on espère ensuite aussi, c'est que vous en soyez les gagnants et les bénéficiaires, dans le sens où ça va vous éviter, je l'espère bien, d'être appelé par la suite et de retourner voir ce même patient, parce que parfois, on se rend compte aussi que s'il y a un appel, soi-disant peut-être aussi que le patient a chuté ou pas, parce qu'on a des patients aujourd'hui qui sont tellement isolés, eh bien ils ont juste besoin d'un contact. Et on a eu des cas avérés où on nous disait, bah oui, mais voilà, moi j'avais besoin vraiment de parler à quelqu'un, et le fait aujourd'hui d'avoir des professionnels qui viennent me voir, qui s'intéressent un petit peu à moi, eh bien ça fait beaucoup. On en est là aujourd'hui dans l'isolement aussi de ces personnes-là. Oui, ça pourra aussi faire des signalements sur des problématiques de violence, aussi d'addiction ou d'autres, qui pourront aussi être repérés sur ces patients qui sortent du champ un peu des prises en charge classiques, et qui, pour reprendre le mot de Thierry, pour lequel vous êtes des yeux et des oreilles. Je voudrais qu'on prolonge la connaissance et la compréhension à travers vos expertises de cette transformation du système de soins, et pour que vous compreniez bien les rôles et les places que vous pouvez prendre. Il y a un troisième grand défi, il y a un troisième grand mouvement qui est en cours. Il est technologique. C'est suite cette massification technologique qui fait que les outils, mais que aussi les métiers dans la santé sont en train de se modifier à une vitesse sans précédente. Je voudrais qu'on en parle avec Patrick Maléa, qui est en ligne avec nous. Vous êtes ingénieur de formation, vous travaillez depuis 30 ans dans la santé et l'innovation, et vous êtes
massification technologique qui amène à la téléexpertise, à la télétransmission, à la téléconsultation. Vous la connaissez bien, très bien même, puisque vous faites partie aujourd'hui du groupe IMADIS. C'est le premier groupe d'accueil de radiologie en urgence qui déploie 12 centres, 600 radiologues, permettant à quelques 150 établissements de faire des analyses d'images et de diagnostics à distance dans les services d'urgence. Donc il n'y a plus besoin d'avoir le radiologue sur place. On arrive, on envoie les imageries et il y a des plateformes de radiologues qui analysent et en 15 minutes vous font un retour et vous disent voilà, ce patient-là, il faut qu'il aille là, là, là et là. C'est véritablement cette médecine de demain que vous êtes en train de modéliser, de configurer à l'échelle de la radiologie, à l'échelle des services d'urgence. On ne va pas forcément revenir sur cette expérience-là, mais plutôt s'en nourrir pour voir un peu comment elle transforme plus largement l'ensemble des métiers. En quoi, pour vous, la télétransmission peut permettre, dès aujourd'hui, encore plus demain, je dirais, à de nombreux métiers de santé, de se penser véritablement autrement? Écoutez, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Parfait. Avec tout ce qui a été dit, je vais être un petit peu dans le fait de redire quelque chose qui est essentiel dans le secteur de la santé, c'est que finalement, les moyens technologiques n'ont rien fait de plus que d'apporter un élément supplémentaire à 3 caractéristiques essentielles d'une offre de soins ou d'un système de santé. La télétransmission, c'est avant tout une garantie de proximité, c'est-à-dire que là où est le patient, et si je ne suis pas capable aujourd'hui d'avoir le professionnel qui pourrait parfaitement répondre au sujet qui est nécessaire ou au traitement qui est nécessaire au patient, je dois pouvoir tirer parti de la massification technologique pour réinventer ces proximités. Et aujourd'hui, ça marche très bien à partir du moment où on crée des relations de confiance avec des métiers de telle façon à ce que l'un et l'autre puissent se composer, d'où le terme télétransmission, c'est-à-dire que je vais favoriser une télétransmission d'un point vers un autre. Mais la télétransmission, c'est pas que ça, c'est un autre point important du système de santé, c'est la permanence. Nous sommes dans des besoins qui ont besoin d'être couverts là et maintenant. Il y a sûrement des activités dans le système de santé qui peuvent être asynchrones, c'est-à-dire qu'on peut apporter des réponses bien plus tard. Mais dans les exemples qui nous ont été donnés, on a besoin de créer cette proximité et de répondre là et maintenant. Et puis, dernière chose importante, c'est que tout ça, ça forme un accès. On voit bien aujourd'hui que la problématique que nous avons, en réinventant de la proximité, en réinventant de la permanence qui peut être un vrai défaut et une absence de qualité d'une offre de soins, et en permettant finalement à celui qui en a besoin d'y accéder, on crée des conditions favorables, je dirais, de maintien d'une offre de qualité. Vous voyez, je me suis beaucoup battu dans les premières années de ma vie lors de la mise en œuvre des grands programmes digitaux pour la santé, sur le fait qu'il allait falloir s'habituer à ne plus dire télé quelque chose, mais revenir sur ce qui est fondamental dans le système de santé. Et je peux vous garantir que ce que le numérique aura largement démontré, c'est que nous aurons refabriqué, dans bon nombre de cas, de la proximité, de la permanence, et de l'accès aux soins, et avec des professionnels de santé qui ont accepté d'évoluer. Je voudrais qu'on en prenne un exemple assez concret et un exemple en proximité avec notre auditoire, donc lié aux ambulanciers et lié à cette fameuse ambulance connectée dont on entend beaucoup parler, sans vraiment savoir ni à quoi elle ressemble ni ce qu'elle va faire, mais on entend parler et on se dit que dans cette ambulance connectée, vous qui travaillez dans la radiologie, on peut mettre des scanners peut-être un peu réduits, et d'ailleurs il y a des expérimentations qui se font en France et à l'étranger autour d'équipements de scanners dans un certain nombre d'ambulances. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce type d'ambulance connectée, on peut, et est-ce que demain on pourra faire justement de l'imagerie sur place? Et si oui, quelle place, quel rôle pour les ambulanciers dans un tel dispositif? Le progrès technologique est inéluctable et même les équipements des radiologues ont largement été percutés par le progrès technologique. Et je vais vous partager une petite anecdote, mais qui se comprend de tous, c'est que
Un scanner, par exemple, c'est une machine tournante. Il faut que ça tourne autour du patient pour pouvoir espérer faire des images, quoi. Le progrès de la digitalisation sur les sources de rayons X a permis de faire perdre 1 tonne à un scanner en faisant en sorte que la machine n'ait plus besoin de tourner parce que des procédés physiques de rayons X couplés à des procédés de pilotage numérique ont permis de supprimer cette lourde mécanique. Donc, sans aucun doute, des moyens d'imagerie seront de plus en plus dans la capacité d'aller vers le patient. D'aller vers le patient quand il en va de mobiliser une équipe de transport sanitaire sur de l'urgence. Et ça a déjà été fait, puisque dans le cadre, par exemple, d'une situation qui demeure un enjeu de santé publique, qui est l'accident vasculaire cérébral, on s'est rendu compte qu'on avait tout à gagner à pouvoir poser rapidement une indication à travers de l'imagerie embarquée donc, dans une ambulance. Ce sont des travaux qui ont été menés en Allemagne, quelques expériences en France. Alors tout n'a pas été très concluant au sens du pur registre médico-économique, mais en tout état de cause, la simplification des procédés techniques fera que, sans prendre le moindre risque, nous aurons des équipements tellement légers que nous ne nous priverons pas, dans le temps du aller vers ou dans le temps du rapatriement, de pouvoir réaliser des examens qui vont faire gagner du temps et donc faire gagner une possibilité de réhabiliter les personnes, je dirais, de façon beaucoup plus favorable. Après, la réalité, ce sont les métiers, c'est ce qui a été dit. Moi, je suis intimement persuadé que le premier métier de la proximité est, sur un certain nombre de fonctions, l'ambulancier. L'ambulancier, c'est un réseau maillé avec différentes entreprises à l'échelle d'un territoire qui permet d'activer à tout moment la possibilité d'aller vers, que ce soit dans l'urgence ou dans des soins qui sont beaucoup moins urgents. Donc le fait de pouvoir doter ces personnes de moyens, moyennant aussi de la formation additionnelle, permettra sans la moindre difficulté de pouvoir réaliser un certain nombre d'activités. Par contre, c'est clair qu'il y aura toujours pour l'instant des besoins de se comprendre entre les métiers, puisque faudra-t-il déplacer un ambulancier avec un manipulateur radio pour répondre aux strictes obligations réglementaires des métiers? Pourra-t-on partager, je dirais, une activité entre des ambulanciers qui créent de la proximité et des activités qui peuvent être dans le strict champ des manipulateurs radio? Voilà où se cachent les enjeux. Mais par contre, l'idée même de dire demain, on sera capable de faire, dans mon métier, de l'imagerie, mais il n'y a pas que de l'imagerie, hein, en allant vers le patient, est déjà une réalité très claire, quoi. Oui, sachant que la technologie avance, elle permet aujourd'hui de miniaturiser des scanners et donc de les embarquer. Demain, elle permettra peut-être de les automatiser grâce à l'IA et de faire en sorte que le manipulateur qui fait les réglages n'aura pas forcément besoin d'être sur place. Mais tout à fait. C'est pour ça que, pour être clair, je pense que le gros débat, et on l'a montré il y a quelques années, c'est avons-nous la volonté de changer face à une situation qui s'est largement maintenant dessinée sur l'absence de ressources dans les territoires, et alors même qu'on aurait pu croire que finalement l'absence de ressources dans les territoires conduirait à favoriser le fait de déplacer les patients à chaque fois que nécessaire vers là où se situaient encore les professionnels. Or, c'est faux. On voit bien qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a un besoin de qualité, un besoin de service, un besoin de proximité. Et donc, à l'évidence, quand on a la chance d'avoir des métiers qui sont répartis dans le territoire et dont on sait piloter l'efficience, hein, c'est ce qui nous a été aussi rappelé par les deux présidents des deux structures du transport sanitaire, des entreprises responsables, nous avons tout intérêt à essayer de favoriser ce aller vers et le fait de pouvoir amener ces services en proximité, en sachant que s'il y a une qualité au progrès technologique, c'est que ça doit nous permettre assez facilement de maintenir un niveau de qualité tout en favorisant, grâce à de la formation, des exercices nouveaux pour des compétences nouvelles, et sans que pour autant cela veuille dire que d'autres métiers se trouveront diminués. Mais il est clair qu'il faut avoir cette logique de répartition plus que de délégation. Et cette logique de répartition dans un vieux pays comme le nôtre, c'est ce qui est finalement le plus dur à faire changer, quoi.
n'est-il pas. Je me retourne vers les deux présidents qui cherchent justement à peut-être faire changer un peu ces logiques-là. Qu'est-ce que vous inspire ces trois dynamiques, si je puis dire un petit peu, qui vont vers de nouvelles organisations de la santé et des soins? Premièrement, le conforte une idée partagée avec Dominique sur le métier de demain, puisque ça fait quelque temps que nous parlons fortement de mobilité et de mobilité sans effectivement transporter le patient. C'est un axe fort. C'est pour ça que nous battons avec Dominique sur un paiement à l'acte, sur une nouvelle démarche. Et effectivement, j'ai une image qui me vient tout de suite, c'est que l'ambulancier est le lien entre le patient et le soignant. On peut y aller par différentes étapes et on voit bien que le chemin que nous avons voulu se conforte de jour en jour. Effectivement, avec le DAC, je pense être vos yeux et vos oreilles pour transmettre les informations, mais pas que. Avec le Centre 15, je suis capable aussi de mettre en place des constantes connectées, de faire des électros, mais aussi d'être l'assistant à la téléconsultation et d'être les prémices de ce que sera demain. Et avec Patrick, c'est la vision ultime à 2-3 ans de cette approche-là. Et effectivement, lorsqu'on aura réalisé cela, on aura pour nous réussi notre pari que nous appelons de nos voeux. Alors on l'a appelé avec des mots différents selon les temps, mais c'est le point principal. Et c'est là où on prend toute notre force de professionnels de santé. Et effectivement, on s'est démarqué du transporteur sanitaire, on est devenu cet ambulancier. Souvent, on a dit que l'ambulancier était le maillon fort de la chaîne de soins. Et effectivement, là, on est en train de le démontrer. Et on va plus loin, puisqu'on devient vraiment ce lien entre le patient et la démarche. Surtout que nous avons une population qui vieillit et qui ne veut plus aller dans les EHPAD tels que nos prédécesseurs, nos anciens l'ont voulu. Donc il y a tout un pan d'avenir qui est là. Et effectivement, si on le ramène au point actuel, qui est aussi d'être innovant et d'oser, parce qu'il faut qu'on aille chercher des économies, ben là aussi, c'est force d'optimisation dans la santé. Je vais essayer de prendre un autre axe par rapport à cette problématique. On est sur une table ronde de prospective dans une convention qui a pour titre l'ambulancier acteur de solutions en santé. On se rend compte à travers notamment la loi RIST qu'il y a une évolution des rôles des professionnels de santé à tous les étages. Et même s'il n'a pas été cité, mais globalement, on peut considérer que l'ambulancier peut être aussi concerné par ce contexte. En parallèle de ça, on se rend compte avec Madame Taboret que les professionnels de santé s'organisent. Et là, moi, il y a deux mots que je voudrais retenir, c'est DAC et CPTS. CPTS, on a même considéré ça comme un gros mot. Mais là, je voudrais, et c'est là, je pense, le propos que je voudrais porter, c'est que c'est aussi de notre responsabilité, ambulanciers, professionnels de santé, à un moment de faire la démarche, d'aller aussi vers ces organisations, d'essayer de... Les CPTS, c'est aussi notre rôle de montrer à travers les CPTS sur les territoires, à travers notre participation dans ces systèmes d'organisation, qu'on peut aussi apporter des choses. On peut apporter des idées, on peut apporter des moyens, et qu'on ait des professionnels de santé qui pouvons contribuer à la prise en soin des patients et à la qualité de cette prise en charge. Donc ça, je pense que c'est un aspect important et qu'il faut absolument que... Tout comme dans la gestion de nos entreprises, on a maintenant aussi à réfléchir sur tous les aspects financiers, subventions, ces choses. On a évolué dans nos métiers. Il faut aussi que du côté de notre cœur de métier, du cœur de la santé, qu'on modifie, qu'on bouge nos habitudes et qu'on fasse l'effort d'aller aussi vers les autres de façon à montrer ce qu'on est capable d'apporter. Et je suis sûr que ça pourrait permettre de démultiplier la rapidité à laquelle on va pouvoir résoudre les problèmes. Jordan, par rapport à ça, il y a comme deux fronts en fait qui se dégagent. Il y a le front, le premier front que Stéphanie Rist a ouvert, celui de la loi, de la transformation par la loi, et on voit que c'est un front compliqué, long. On retient tout de même aussi de cette heure le fait qu'elle a reçu plus de menaces de mort, elle et sa famille, que sur la loi des retraites. On entend ça aussi. Ça veut dire qu'il y a tout de même un front de résistance quand on attaque
cet aspect-là. Et puis qu'il y a un deuxième front qui est celui du terrain et de ces organisations, de ces expérimentations qui se font avec des DAC, avec des CPTS, etc. Les deux doivent-ils marcher de pair et comment cette deuxième partie, ces espèces d'expérimentations, ces initiatives qui se font ici et là, peuvent-elles aussi essaimer et prendre puissance pour changer les choses plus globalement? Alors, pour vous rejoindre complètement, de dire que finalement, alors je vais le dire en plein milieu du Loiret, qui est quand même un petit peu le territoire où il y a la démographie médicale, une des plus basses de France, si ce n'est quasiment la plus basse de France. D'ailleurs, pour ça que maintenant il y a un CHU, on va permettre d'avoir plus d'étudiants, enfin bref. On est dans une situation où ici, les acteurs, parfois, n'ont pas du tout attendu des initiatives nationales, de la loi ou quoi que ce soit. Le SAS, qui est un très bel outil, qui est en cours de qui est quasi généralisé partout. Le Loiret, ça fait des mois, voire des années, qu'en l'occurrence, vous avez une organisation qui permet à tout patient, dès lors qu'ils appellent un seul numéro unique, d'avoir soit un rendez-vous aux urgences, soit un rendez-vous en moins de 48 heures chez un médecin généraliste. Donc finalement, les expériences de terrain ont fonctionné. Si moi j'ai un conseil à donner aux ambulanciers, c'est faites pareil. Prenez les initiatives terrain, montrez-les. Alors on a discuté tout à l'heure de certains articles 51 qui débutent et pour certains qui arrivent. On a plus d'une expérimentation qui sont des initiatives locales. Je vais vous donner un exemple très concret, alors qui ne concerne pas l'ambulancier parce que j'en ai pas en tête, mais je vais donner un exemple qui est marquant, c'est la prise en charge de la cystite après la réalisation d'un TROD par les pharmaciens. Alors, vous allez avoir une patiente qui vient pour une douleur mictionnelle, vous allez lui faire poser quelques questions selon un arbre décidé par la haute autorité de santé, vous la faites uriner sur une bandelette positive à streptoa, hop, antibiotique. Vous la suivez, si 48 heures ça ne suit pas, rendez-vous prioritaire chez le médecin. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné dans plusieurs territoires. C'est une expérimentation qui a très bien fonctionné l'année dernière. Loi de financement de la sécurité sociale, généralisation. C'est quasiment c'est bête, mais finalement, le meilleur moyen d'emmener tout le monde vers des nouvelles compétences et pour montrer que ça fonctionne, c'est d'aller faire des expérimentations. Typiquement, le dispositif d'appui à la coordination que vous avez présenté est génial. J'ai hâte qu'en l'occurrence, on puisse le développer et possiblement plus tard le généraliser. C'est des choses qui sont géniales. On l'a eu sur la vaccination anti-Covid, le nombre de médecins qui étaient perdus sur le Covid long et les vaccinations associées, les DAC sur les Covid longs ont été source d'appui pour les professionnels et aussi parfois pour les patients, exceptionnellement utiles. C'est plein de choses comme ça qui sont utiles. Pour revenir sur le sujet de la téléconsultation par les ambulanciers, parce que je sens que c'est quand même quelque chose d'important pour vous, c'est quelque chose qui finalement rejoint le discours que le gouvernement et majorité présidentielle, ce n'est qu'il n'y a plus de majorité, mais en tout cas le mouvement politique auquel Stéphanie Rist appartient, a toujours dit de dire que les professionnels de santé qui, pour le cas des ambulanciers, pour le cas des pharmaciens ou autres, ont souvent une casquette, de chef d'entreprise, mais aussi de professionnels de santé, dès lors qu'elles vont aller vers des missions de professionnels de santé, des missions qui vont être au cœur de la santé publique finalement, on y va. On y va, il faut y aller. Pourquoi ? Je le dis très ouvertement, pourquoi pas les ambulanciers demain seraient autorisés à faire de la téléconsultation, de la téléassistance avec des ambulances connectées qui permettent finalement d'apporter, comme vous le disiez monsieur en ligne, d'avoir directement au pied du malade finalement des outils techniques pour pouvoir avoir un diagnostic plus facile et une orientation dans le système de santé. Pourquoi pas ? La question étant de savoir, est-ce que tous les acteurs sont prêts à y aller ? Je pense que beaucoup le seraient. Certains vont être réticents. Il ne faut pas dire... Ça va être que les ambulanciers qui vont le faire. Les IDEL pourraient très bien le faire aussi. Elles le font aujourd'hui. Une mission de proximité le font. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes les premiers acteurs de proximité parce que sinon les autres vont me tuer. Mais globalement, c'est un peu ça. Tout le monde a un petit champ de couverture à tirer et le but, c'est que toute la couverture soit protège le patient. Et Gaël, par rapport à tout ça, on a aussi pour vous, DAC, la possibilité de porter ici et là des expérimentations, mais aussi peut-être de travailler avec des expérimentations technologiques et d'y faire venir des ambulanciers ou d'autres professionnels. C'est-à-dire de faire le lien entre tous ces types d'initiatives et de lucioles qui émergent sur le territoire. Oui, tout à fait. Donc, les dispositifs d'appui à la coordination, on a aussi l'habitude de travailler avec la téléconsultation. Depuis bien avant même l'émergence des DAC, on travaillait aussi avec la téléconsultation. Ouais, le seul message encore que je voudrais peut-être vous porter, c'est notamment plutôt des exemples concrets de tout ce qu'on vient d'aborder. Et on a parlé aussi donc des CPTS. Les DAC travaillent, on a 3 CPTS sur la Nièvre. Les DAC travaillent en étroite collaboration avec les CPTS, puisqu'on est en fait une sorte de méta-coordonnateur au niveau donc, de notre département.
Et on travaille donc en étroite collaboration avec elles. Ces CPTS sont un rassemblement donc plutôt des libéraux qui se rassemblent autour d'un projet de santé qui mènent et donc ensuite qui vont élaborer ce projet de santé et qui vont le définir selon plusieurs axes. Et notamment, donc là on a une CPTS qui vient d'émerger pile poil dans le cœur du Morvan, donc là où on a les populations ou avec les cas les plus complexes, les populations les plus isolées. Eh bien, il faut savoir que dans la Nièvre, là donc se déploie aussi un médicobus. Donc ça c'est important dans cette démarche d'aller vers, puisque c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre à l'heure d'aujourd'hui. Et enfin, on a aussi un projet avec des ambulanciers qui s'appelle donc le projet Ambulance Jussieu, pour ne pas les citer, et qui va apporter cette téléexpertise par l'ambulance au plus proche aussi des besoins de la population. Donc vous voyez que dans la Nièvre, il y a énormément de projets qui sont à l'initiative en fait, de nos professionnels de santé et on fait vraiment tout pour essayer de lutter contre cette désertification médicale et de répondre le plus possible aux besoins de notre population. Merci. Je voudrais qu'on allume la lumière un petit peu. Oui, Thierry. En complément de ce qui vient d'être exprimé, il y a aussi un autre volet. Il y a le volet des transports urgents hospitaliers. Lorsque nous regardons ce qui se passe, les remontées que nous avons, il faut savoir que 40% des transports que nous effectuons dans l'urgence hospitalière ne nécessitent pas une hospitalisation, mais une consultation ou un acte d'imagerie. 70% chez les sapeurs-pompiers. Et il y a aussi là, de ce côté, des expérimentations qui se mettent en place avec d'autres entreprises pour justement désengorger les urgences et faire cet acte de téléassistance ou téléconsultation. Et là où vous avez raison, c'est qu'on ne réclame pas l'exclusivité de cela, ça serait prétentieux de notre part. Il faut déjà qu'on gagne nos jalons, ce qui n'est pas gagné aujourd'hui. Par contre, il y a des axes, par exemple, tout ce qui est le primo-accident, qui n'est pas connu ni par une infirmière ni par un médecin, pour être capté par le transport, par l'ambulancier, pour faire ces actes-là. Et effectivement, si nous sommes capables de le réaliser sur les transports urgents hospitaliers, ça sera beaucoup plus facile après pour être légitime et de continuer ces actes-là, tout en marcelant et marcher, parce que vous avez parlé de CPTS comme un mot en rouge, et effectivement, tous ceux qui n'est pas médecin dans les postes de santé sont très mal vus, parce que si vous avez vu des déclarations des menaces de mort, c'est comme toucher un peu un système, et si on n'est pas capable de l'entendre et de trouver d'autres parallèles, on aura de vraies difficultés sur ces lobbying-là. Je voudrais qu'on allume les lumières de la salle et qu'on prenne des réactions, des questions, si on a à nos intervenants, nos mousquetaires, si je puis dire, d'une offre de soins transformée, équilibrée, et où vous trouvez, vous, de nouvelles places. Est-ce qu'il y a des réactions et des questions qui viennent à vous et à nous plutôt, de ce que vous portez? Alors, le temps que les questions viennent, peut-être un dernier point avec Patrick. Il y a un autre aspect juste, c'est celui du domicile. Et c'est un aspect que vous connaissez bien, parce que vous avez travaillé sur un rapport en 2008, je crois que c'était avec le professeur Alain Franco, qui était un rapport ministériel, qui, comme beaucoup de rapports ministériels, est resté dans un ministère. C'était pour Nora, je me souviens plus, enfin pour une secrétaire d'État de l'époque, Nora Béra, sur le vivre à domicile. Et vous avez voulu travailler beaucoup sur les métiers. Dans quelle mesure ces téléconsultations, et ce que disait Thierry, c'est peut-être aussi pour les ambulanciers une manière de prendre place aussi dans le champ du domiciliaire qui va être de plus en plus grandissant? Oui, c'est exactement ça. D'abord, encore une fois, je pense que beaucoup de choses ont pu être partagées pendant cette table ronde, mais à l'évidence, en 2008, j'avais déjà la conviction que l'avènement technologique était inéluctable, mais que par contre, ça allait largement percuter des métiers, et il fallait espérer que nous soyons suffisamment intelligents pour commencer à adapter les métiers, pour faire en sorte que cela puisse vivre jusqu'au domicile. Et quand je me permets aujourd'hui d'employer ce terme qui est pas mal utilisé, du aller vers, c'est qu'on s'était habitué pendant longtemps à pousser une porte en allant chez un professionnel de santé et trouver la réponse
derrière une porte, et l'avènement du digital couplé aux différentes crises qui ont été rappelées, ben, c'est la possibilité de pouvoir avoir un autre moyen d'accéder à un professionnel que de pousser une porte en bois. Mais le vrai problème que nous avons, et malheureusement 2008-2024 montre que nous progressons difficilement, même si beaucoup de choses ont été démontrées ces dernières années, c'est qu'il nous faut inventer, qualifier et donner confiance et créer la confiance dans des métiers qui vont faciliter l'accès, je dirais, au système de soins à partir du domicile, grâce à des moyens qui se sont assez bien généralisés, que sont les moyens numériques. Et vous voyez, ces métiers, je vous l'ai dit et je terminerai là-dessus, mais ces métiers, aujourd'hui, on peut s'interroger pourquoi finalement il est si difficile de voir évoluer les métiers historiques de la santé. C'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Et le risque majeur, c'est de voir d'autres métiers qui ne sont pas de la santé avoir beaucoup moins de difficultés à venir s'emparer de cet enjeu. Et j'en veux pour preuve un travail que j'ai fait pendant ce rapport. Pendant ce rapport, j'avais été rencontré en 2008 le directeur général du groupe La Poste en lui disant ben, vous allez avoir un vrai défi dans les années qui viennent, c'est que vous aurez sûrement moins de courriers à distribuer et pour autant vous avez une infrastructure humaine que vous savez piloter. Et je crois qu'à l'époque, il devait y avoir à peu près 31 000 facteurs en France, quoi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu de la proximité, grâce au digital, c'est de savoir organiser de la proximité, de la permanence, avec des moyens technologiques, et de pouvoir servir ce que nos concitoyens ont besoin d'avoir à un certain nombre de moments de leur vie. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut aujourd'hui regarder et souhaiter que une convention comme celle-ci permette aussi de venir poser la question de comment doit évoluer la formation et la reconnaissance des métiers qui sont dans le transport sanitaire, de telle façon à créer la confiance sur un rôle et sur une place qui peut être donnée à ces métiers-là en partage avec d'autres professionnels de santé, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a questions ou réactions sur Juste un tout petit truc à rajouter, oui, bien sûr. pendant que les questions arrivent. Il y a quelque chose qui est fondamental quand on disait tout à l'heure avec l'apport des nouvelles technologies. Il y a plein de choses que l'intelligence artificielle, de toute façon, va prendre sur l'humain, sur nos compétences. Quand on dit, par exemple, aujourd'hui que pour certaines prises en charge, il n'y a pas besoin d'un médecin parce que son expertise, elle sera placée ailleurs. Pour la cystite, pour l'angine, on n'a pas besoin d'un médecin. Pour la vaccination, je me rappelle encore de Roselyne Bachelot qui disait que se faire vacciner par un médecin, c'est du luxe et même un plombier pourrait vacciner. C'était une commission d'enquête, elle avait dit ça. C'est pour un expert de la vaccination, parce que c'est mon cœur de métier, je la rejoins complètement pour partie. Il y a des choses où il vaut mieux placer l'expérience et l'expertise des professionnels de santé, dont l'ambulancier, là où elle est la plus grande valeur ajoutée. Et il y a quelque chose sur le cas de l'ambulancier qui, moi, m'a toujours marqué, et je vais faire une publicité pour quelqu'un au passage, rassurez-vous, il n'y a rien de commercial, mais pour un ambulancier, chercher son nom sur mon téléphone il y a 2 secondes, qui met en confiance beaucoup de personnes en chantant, en étant avec un très grand sourire. Il s'appelle David Renaudin, comme ça il aura une publicité sur votre congrès, mais où finalement le côté humain dans notre système de santé, il est extrêmement important. On a demain le plus grand assistant de santé, ça ne sera pas le médecin, ce ne sera pas le pharmacien, ce ne sera pas l'infirmier, ça sera ChatGPT. Aujourd'hui, vous avez une génération qui a besoin d'un conseil de santé, il va aller sur ChatGPT, il va lui taper 3-4 trucs. Parfois, pour avoir fait le test, il va avoir un meilleur diagnostic que mon médecin ou moi-même sur certaines choses. Donc on a tout intérêt à aller humaniser là où on peut apporter une partie humaine, et je pense que l'ambulancier, là où vous êtes au plus près du patient dans certaines situations, notamment en territoire ruraux comme la Nièvre, ont tout intérêt à prendre cette place de l'humanité. Merci pour ces plaidoyers qui sont inspirants, qui sont forts. Est-ce qu'il y a réaction, question? Pas, voilà. Vous infusez ces éléments, vous infusez ces paroles et ces constats qui ouvrent en tous les cas un nouveau paysage pour vous et pour vos devenirs. On va remercier très chaleureusement nos intervenants. On peut les applaudir très fort. Je vous remercie. Jordan Gaël, je vous laisse regagner l'assistance et je vais venir avec vous et laisser les 2 présidents conclure cette convention. Et Patrick, merci.
Tout d'abord, un grand merci à tous nos exposants qui ont permis de réussir une fois de plus cette 5e convention commune. Dans cette conclusion, je vais plutôt dire ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti de très belles tables de travail qui ont posé la problématique. J'ai entendu Madame Daudet nous expliquer que le travail que nous sommes en train de réaliser va payer. Elle nous envoie le message d'être ambitieux, innovant et osé. C'est ce que nous avons fait, Dominique. C'est ce que nous avons fait en 2003. Et je me souviens, ce fameux avenant numéro 11, avec tout ce qu'on a pu entendre dessus. Mais il fallait oser le pousser et nous y sommes arrivés. De temps aussi, temps de prospective, et effectivement, on voit la vision que nous défendons depuis un certain temps sur notre métier de demain. Et on commence à en dessiner les pourtours. Et l'important, c'est que l'ensemble du métier puisse rentrer dans cette voie-là et non pas le réserver à un groupe ou à un autre, mais que l'ensemble de la profession puisse y rentrer. Et ça sera notre travail. Puis il y a l'actualité, le dur, ce qui va arriver mercredi, puisque mercredi, on ouvre les premières séquences de négociations avec l'assurance maladie. On va commencer par faire un grand balayage, mais ce qui est certain, c'est que nous allons oser, nous allons être innovants, puisqu'on sait pertinemment que nous avons des enjeux économiques, on l'a bien compris tout au long de cette convention. Et je sais, Dominique, que nous serons ensemble dans ce combat-là, puisque c'est cela qui permet la réussite de notre métier, de la santé de nos entreprises. Et c'est ensemble que nous réussirons. Tout le reste n'est qu'effet de manche ou littérature. Et ça, je les laisse aux littéraires, ça ne me concerne pas. Je préfère être dans le terrain, dans la construction, que dans l'effet de manche. Voilà ce que je souhaitais dire, Dominique, en conclusion de notre 5e convention. Vivement la 6e. On ne sait pas où on sera, mais ça sera la 6e. Et je vous souhaite à tous, à mon nom, une bonne rentrée dans vos domiciles, passez un bon fin de week-end et certainement à lundi dans nos entreprises pour le travail qui nous attend à chacun. Alors, moi, j'ai pris la solution d'écrire ce que j'avais envie de vous dire parce que j'ai envie de pousser un coup de gueule et je ne voulais pas que mes mots dépassent mes pensées. Donc, j'ai préféré écrire les choses. J'ai bien écouté notre Premier ministre hier soir, qui ne nous a pas oubliés dans son discours. Et avant de lui donner raison et de lui faire des économies en arrêtant de travailler, je voulais envoyer un message sous forme de coup de gueule. Donc, nous voici arrivés au terme de cette Convention nationale de la mobilité sanitaire et des ambulances 2024. Ces 2 journées ont été riches en échanges, en débats et surtout en engagement. Nous avons abordé des sujets cruciaux pour l'avenir de notre profession et c'est avec une grande fierté que nous vous remercions pour la qualité de vos contributions. Cependant, au moment de conclure, je ne peux m'empêcher d'exprimer une certaine incompréhension, un malaise même. Alors que nous œuvrons quotidiennement au service de la santé publique, que notre engagement est incontestable pour assurer l'accès aux soins dans tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, la considération que nous recevons de nos institutions laisse à désirer. Je dois dire avec regret que nous ne comprenons pas pourquoi, à notre grande convention nationale, qui réunit les acteurs essentiels du soin et de la mobilité sanitaire, nous n'avons pas eu la présence de notre ministre de la Santé. Madame le ministre n'a même pas jugé nécessaire de répondre à notre invitation, ne serait-ce que par la négative. Je dois dire avec regret que nous ne comprenons pas pourquoi il est légitime de se demander pourquoi une telle différence de traitement entre les différents acteurs du secours, quand nous savons qu'en parallèle de cela, lors de la convention des pompiers, non seulement le ministre de l'Intérieur était présent, mais également le Premier ministre.
Cette absence est d'autant plus déroutante que nous faisons face à des défis majeurs. Le vieillissement de la population, la désertification médicale, la transition écologique, et nous proposons des solutions concrètes pour y répondre. Nous avons un potentiel énorme pour améliorer le système de santé dans son ensemble, pour fluidifier les parcours de soins et contribuer à une meilleure gestion des ressources, comme en témoigne notamment le plaidoyer que nous avons élaboré avec soin en concertation avec la profession. Notre réforme de l'urgence préhospitalière mise en place en 2022 a déjà montré ses premiers succès. Nos 20 propositions pour libérer le potentiel des ambulanciers sont prêtes à être mises en œuvre, mais elles nécessitent une véritable volonté politique pour aboutir. Nous réclamons simplement la reconnaissance et les moyens nécessaires pour exercer pleinement notre rôle de professionnel de santé. Il est temps que notre voix soit entendue, que nos propositions soient sérieusement considérées et que l'État reconnaisse à sa juste valeur l'apport des ambulanciers à la santé publique. Je vous remercie encore une fois pour votre engagement. Je vous laisse avec cette conviction. Nous continuerons à nous battre pour la reconnaissance de notre profession, pour la justice et l'égalité de traitement que nous méritons. Car c'est au service de la santé publique que nous nous consacrons jour après jour et sans relâche. Merci.